On est bien. Et bonsoir à tous, ça devait arriver. Le Pambagna Social Club n'a pas résisté à l'air du temps. Il a dû soustraire, il a dû mettre un genou à terre et se mettre à la parité. Et c'est avec un grand plaisir que ce soir, j'accueille deux nouvelles chroniqueuses. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Comment elle va ? Elle va bien. Ah bah c'est très bien, on est très content de te recevoir. On y reviendra, mais tu as quand même une petite valence pour les zombies. Ça tombe très bien pour ce soir, mais pas seulement, mais notamment. Et on a aussi Kat. Comment elle va ? Fabuleusement. Ah, j'en étais sûr. Voilà. Je suis super content. Alors, ce soir, au programme du Pambagna Social Club, on a, comme chaque fois, un film, un album et un livre. Et ce soir, on va commencer par le film directement. Et puis voilà. Essayer de prédire l'avenir est une entreprise décourageante et risquée. En fait, peut-être que l'avenir n'existe même pas. Oh, what is this? I cannot see. Oh, I am this. None can excel. Bien des choses que nous tenons pour acquises auront un jour totalement disparu. I open the door of heaven and heaven. Voilà. Je me suis laissé traîner dans un film de zombies dégénérés. Moi, à la base, j'étais plutôt Claude Sauté, donc je cache pas que... Ouais, c'est un petit contraste là. Ouais. Bon, je me suis mouillé la nuque avant de rentrer, donc il n'y a pas eu de gros soucis. Donc, on allait voir 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Et c'est pas le premier de cette longue série. Est-ce qu'il y en a une des deux qui veut bien se dévouer pour, à défaut de tout nous raconter, mais nous expliquer on est à quel épisode, ça existe depuis quand, et peut-être... Ah bon, on va faire ça, tiens, il y en a une, elle va nous dire où est-ce qu'on en est dans les épisodes, et la deuxième, elle va nous... Tu sais, on dirait un prof qui dit alors... Allez. C'est le côté MGEN qui ressort, je suis désolé. C'est ça. Complètement. Donc, il nous faudrait... Voilà. Sandra, si tu veux bien, tu nous fais la chronologie. La chronologie, et Kat, tu nous feras un pitch global, parce qu'il y a quand même un pitch global avant d'avoir un pitch de l'épisode, si ça vous va. Oui, alors, donc le Temple des Morts, il me semble, Bone Temple. C'est la deuxième partie du troisième volet de la saga. Il y a eu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et là on est sur 28 ans plus tard. Il y a une première partie qui est sortie en juin, qui a été donc du coup réalisée par Danny Boyle et Alex Garland. Et là c'est la deuxième partie de ce troisième volet qui est réalisée par Nia DaCosta. Très bien. Et donc, si mes calculs sont exacts, on est sur un quatrième long métrage. C'est ça. Mais qui est vraiment directement... il y a quand même eu un break et les deux sont sortis à la suite, en fait. Oui. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu parles de second volet. C'est ça. Tout en étant un quatrième épisode. Kat, pour quelqu'un comme moi, avant que je rentre dans le bain, qui se serait pas intéressé à 28 jours et à 28 ans plus tard, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire, sans divulgacher, mais au moins d'avoir un pitch global qui est quand même le point d'ancrage de la série. On est dans le grand classique de que reste-t-il de l'humanité quand l'humanité est en péril et a quasiment disparu. Donc là, on s'attache dans cette future trilogie, puisqu'il reste encore un épisode, à suivre le parcours initiatique d'un jeune garçon, Spike, qui donc n'a pas vécu l'apocalypse des infectés, puisqu'on parle d'infectés. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir, tout à fait. Voilà. C'est un virus en fait qui sort d'un laboratoire, qui a infecté l'humanité, en fait plutôt la Grande-Bretagne, il faut le savoir, puisque les autres Européens et consorts, eux, ont survécu et ont mis une quarantaine. Et donc les Anglais, puisque le focus est mis sur les Anglais, survivent. Certains, donc, dans une île enclavée, en tout cas une presqu'île enclavée, isolée des infectés. Et ce jeune homme, Spike, est avec sa famille. Et lui, il n'a jamais vécu la montée. Pour lui, c'est normal, en fait, de vivre comme ça. Et là, il est en âge de vivre, de commencer à voir le monde extérieur, en tout cas, à faire sa première tuerie, sa chasse aux infectés. Et son père l'initie, donc. Et donc, c'est, comme on dit, un coming of age. Il va grandir, il va découvrir des choses, et sur lui-même et sur sa famille. C'est-à-dire, son père, c'était le héros.
Et est-ce que cette figure va changer? Donc, on n'est pas seulement dans le film d'Infecté, on est sur le film aussi. Qu'est-ce que la figure du père, la figure de la mère, le portrait d'une femme forte, puisqu'il y a Jodie Comer, qui est une actrice assez fabuleuse. Et le personnage est très badass aussi. Une maman, voilà. Voilà, donc une histoire d'initiation, mais pas seulement. Voilà. Oui, alors pour les gens qui veulent voir, on n'est pas obligé de voir toute la série. Enfin, on n'est pas obligé, ça serait bien quand même. Mais il se trouve que j'ai pas vu le 2, j'ai regardé le premier pour avoir un peu l'état des lieux, les bases, comme on dirait. Et c'est vrai que l'épisode précédent, on peut déjà le trouver sur les sites de streaming. Juste parce que ce qui va être intéressant, enfin, je pense qu'on va pas pouvoir faire l'économie de faire la distinction, même si, comme tu l'as très bien dit, Sandra, ces deux volets fonctionnent ensemble. Oui. Ils ont aussi beaucoup de contraste entre les deux. Oui. Et donc, dans l'épisode précédent, on suit le jeune garçon Spike, dont on comprend progressivement qu'il naît dans une communauté sur une île, qui a un peu reconstruit une micro-société à peu près tolérable. Du coup, ça donne un effet un peu Mad Max et en même temps film moyenâgeux, puisqu'on est dans cette espèce de... on est à la fois un confort et en même temps un inconfort. Donc, il y a du post-apo, et j'ai remarqué que ce premier volet, il avait un peu des allures de drame familial, entre guillemets, alors que dans le deuxième, on est dans l'horreur pure. Et alors un truc, alors je sais que c'est hors sujet, je vais le faire, je vais vous le dire, mais alors il y a un stratagème de mise en scène, j'y connais rien en mise en scène, mais vraiment quand c'est appuyé et que j'ai trouvé une super idée de Danny Boyle, je sais pas si c'est lui, mais dans le précédent, il y a régulièrement des incrustations d'images de cinéma. Oui. Et c'est assez intéressant parce qu'il qui évoque le passé, puisqu'on voit des scènes de Moyen-Âge, etc. Et en fait, il aurait pu chercher, il va véritablement chercher un grain cinématographique. Et je trouve que c'est pas grand-chose, mais ça m'a beaucoup plu. Et là, ça disparaît. Mais quand même, juste, donc ce jeune garçon, pour tout un tas de raisons que je vous laisserai découvrir avec plaisir, va quitter son île. Et à la fin du volet précédent, on pense qu'il est sur le point de se faire zigouiller par les infectés, les zombies, etc. Et là, tout d'un coup, jaillit une bande de blondinés. Des Télétubbies sous acide. Voilà, des sortes de... Il y a exactement des Télétubbies sous acide qui vont massacrer les zombies et vraisemblablement lui sauver la vie. Et le film s'arrête là-dessus. Oui. Et j'ai adoré cette adaptation death metal du générique des Télétubbies dans le premier volet. Oui, il y a un twist total parce qu'on est quand même... Oui, c'est clair, on change d'ambiance. C'est la folie furieuse. Complètement. Voilà. Ouais. Pendant j'ai adoré minutes, ça. On se prend une claque. Et oui, parce qu'on change même de degré, parce qu'on était dans un truc très Mad Max. On va y revenir avec le personnage de Ralph Fiennes qui crée une sorte de néo-religion, enfin en tout cas qui est dans un truc qui reconstruit une culture des morts, culte des morts. Dr. Kelsen, c'est ça. Exactement. Et donc il y a un truc hyper intello qui est hyper agréable, mais là tout d'un coup on bascule limite en film de ninja, j'exagère volontairement, mais il y a quand même... voilà. Avec leur figure acrobatique et tout. Exactement, alors que le zombie était quand même un élément problématique jusque-là, mais là ça devient juste un objet pour taper dessus et ils ont l'air presque inoffensifs. Et est-ce que quelqu'un peut nous expliquer où est-ce qu'on reprend le cours du fil dans le second? Parce qu'en fait, dès le début du second, il y a encore pour moi, il y a eu un retwist scénaristique. Mais c'est la suite directe, en fait. Oui, exactement. On voit Spike, donc ce qu'il vient de Spike, avec cette bande de Jimmys, en fait. L'identité de chaque personnage est effacée pour adopter le nom du leader, qui est donc Jimmy Crystal. Et qui, en fait, alors je ne sais pas si on peut gâcher le plaisir si on révèle d'où vient Jimmy, en fait. Non, on le sait tout de suite. Non, ça, c'est pas caché parce que tu peux le dire. On comprend. Voilà, Jimmy, en fait, c'est le petit garçon qu'on voit lors de 28 ans plus tard. La scène d'ouverture, toute une famille se fait massacrer et les enfants sont cachés dans une pièce et ils regardent les Télétubbies. Oui. Ça fait écho directement, voilà, donc c'est pas vraiment un spoiler. Au massacre de leur famille, et donc il y a dans un bain de sang, et donc on voit le traumatisme initial qui est le grand classique évidemment de tout super vilain en fait, puisque le Jimmy Crystal en question va se révéler être très vite, je ne gâche rien, un super vilain, une figure extrêmement négative mais assez charismatique, tout en folie quoi. Voilà. Et on est dans la suite directe. On pense à la fin du film, justement, qu'il va être embrigadé dans ce gang et que ça va lui sauver la vie. Et au final, ça prend une toute autre tournure. On le comprend dès le début du film, c'est pas vraiment
c'est pas vraiment des gens qui lui veulent du bien. Il y a encore une survie. Exactement. Ouais. Et alors qu'il lui sauve la vie à la fin de l'épisode précédent, j'étais persuadé qu'on partait dans un truc comme ça. Et en fait, très vite, l'angoisse revient dès le début du 2 parce qu'on comprend que c'est pas des... Voilà, ils lui sont pas spécialement favorables. Et ça soulève un autre questionnement parce que c'est une autre menace, en plus des infestés. Dans une humanité en manque de repères, enfin dans un monde en manque de repères où se trouve vraiment l'humanité, quoi. Ouais, exactement, et finalement on se rend compte que, et notamment dans ce numéro-là, en tout cas, sans vraiment émettre un jugement de valeur, finalement les infectés sont assez peu présents dans ce numéro-là. C'est-à-dire qu'évidemment, donc, souvent, alors moi, tous les épisodes de 28 ans plus tard, peut-être surtout le premier et celui-ci, c'est toujours la découverte que en fait, c'est pas ceux qui font le plus peur qui sont les vrais méchants. Exactement. Donc voilà, à chaque fois, il y a quand même ce truc de... Mais ça a été soulevé dans le cinéma d'horreur depuis des décennies. Hein, c'est-à-dire que les monstres sont pas ceux qu'on croit, etc. Exactement. Donc ça fonctionne à plein tube, j'ai trouvé. Et c'est vrai que dans ce numéro-là, il y a un changement de registre et il y a même une redisposition du schéma narratif avec les personnages, justement que le zombie est très absent. Oui. À part pour un cas précis, on y reviendra. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis en quelques mots avant que vraiment on se mette sur la gueule et qu'on me dise voilà, t'as rien compris. Mais peut-être une phrase avant de... Voilà. Moi, j'ai adoré. J'ai préféré, paradoxalement, alors que je suis une grande fan d'horreur, j'ai préféré quand même la première partie, qui était très intéressante dans le chemin initiatique de ce petit garçon. Puis l'acteur, il est formidable. En plus, moi, j'ai adoré l'acteur, j'ai adoré le perso aussi. Moi, j'ai vraiment aimé l'œuvre dans son ensemble. Si je peux me permettre juste une critique, c'est les effets. Les effets genre jeux vidéo très relous à chaque attaque d'infesté. Le deuxième est très bien. Le deuxième aussi, j'ai beaucoup aimé les clins d'œil musicaux parce que même si c'était pas Danny Boyle, que c'était Nia DaCosta, j'ai adoré les clins d'œil à Duran Duran, Radiohead. Il y a une scène extraordinaire avec Iron Maiden, qui n'est pas un groupe que j'écoute pourtant, mais là le morceau était à propos et Ralph Fiennes était incroyable dans cette scène. Mais oui, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. C'était assez fidèle à la saga que j'aime depuis le début. Et même chose, moi je suis une grande fan aussi de tout ce qui est zombies, infectés, monde post-apocalyptique. Je suis une grande pessimiste en fait, comme ça je n'ai que des bonnes surprises. Donc, tu travailles dans une institution zombie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Qui est morte, mais qui ne sait pas à continuer de marcher. Donc, voilà, je me prépare au pire, mais je ne serai pas prête de toute façon. Tu es en plein dedans toute la journée. Donc, si on est attaqué, je ne survivrai pas, mais je sais ce qu'il faut faire, théoriquement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce contraste aussi de mélange de folie et d'humour et le personnage du docteur, justement, incarné par Ralph Fiennes, qui est une espèce de Yoda, mais avec une dégaine de Mad Max, en fait. C'est-à-dire qu'il est très inquiétant, ça le résume bien, très peur. Et en fait, c'est un personnage, pareil, on voit très vite que c'est quelqu'un de positif, notamment dans le premier épisode avec Johnny Comer. Pareil, je ne dévoilerai rien, mais il y a une vision de l'euthanasie qui est assez intéressante. Et oui, Alex Garland est toujours quand même aux commandes, c'est lui qui a signé le scénario, même si c'est Nia DaCosta qui a fait cette partie. Et elle est versée dans le monde et de super-héros et de monstres. Elle a refait le remake de Candyman, mais elle a fait des choses aussi surprenantes dans un autre registre. Mais voilà, donc c'était intéressant qu'il y ait un autre point de vue. Le fait que ce soit une femme, je pense, ne joue absolument pas. Justement, il y a eu Critical Critique qui disait oui, c'est une femme, elle va avoir un point de vue féministe. Bon, pas spécialement. Non, pas spécialement. Va, elle est très badass. C'était badass, mais voilà. je veux dire... D'ailleurs, il est plus sanglant, le volet réalisé par Nia DaCosta. Tout à fait, oui, il y a des scènes vraiment de charcuterie, on peut le dire. Ah oui, c'est oui. Voilà. Voilà, comment dire. Oui, moi, je suis fan absolue. J'essaie d'être objective malgré tout, mais je trouve que tous les films ont leurs qualités, leurs défauts, mais plutôt des qualités. Et il y a le côté aussi british, le fait que ce soit filmé et à Londres et là dans le nord d'Angleterre, avec des accents évidemment. Quand les on accents est anglophile, on ne peut que savourer. Ouais. Et puis il y a plein de petits clins d'œil à la culture, donc Teletubbies, la pop musique, etc. Et ça, moi, c'est un plus qui me touche directement. Ce qui est très caractéristique, même si, encore une fois,
Danny Boyle n'est pas partout dans cette suite, mais c'est très caractéristique de son cinéma, du cinéma anglais aussi en règle générale, comme on voit dans le cinéma d'Edgar Wright avec beaucoup de références à la pop culture. C'est toujours plaisant. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quand même un truc qui est assez rare. C'est certes, il passe le relais, Danny Boyle, mais en fait, il passe tellement le relais, c'est-à-dire qu'il consent de toute façon au switch de ton de la fin de son propre film. Oui. Donc, effectivement, là, il n'y a pas de problème de continuité, parce qu'à la limite, le switch se fait avant la coupure du film, en fait. Oui. Moi, j'ai adoré. Et c'est vrai que, alors, il y a quand même un moment. Alors, pareil que toi, moi, Iron Maiden, pour moi, c'est des t-shirts de mon cousin, mais ça ne correspond pas à une musique pour moi. Voilà. C'est tellement visuel, ces trucs-là. Oui, Et que c'est pas un groupe que j'ai écouté. Mais par contre, voilà, il y a 2-3 séquences qui se rapprochent clairement du clip musical. Hein. On sent qu'on se fait plaisir. Pour moi, le passage Iron Maiden est excellent, mais il est un peu long. Ah ouais alors, parce qu'en fait, alors, on va pas divulgacher, mais c'est aussi un moment très important du film. Il y a une bascule. Et que du coup, en le surinvestissant comme clip, visuellement, c'est parfait. Mais moi, j'attendais un peu qu'il se passe... Parce que c'est un moment où on voit où si un stratagème vraiment très important du film va marcher ou pas. Et donc, ils sont tellement dans cet esprit de clip, on voit que ça a l'air de marcher. Mais je me demandais s'il n'y allait pas avoir plus d'enjeux narratifs. Finalement, c'est vraiment un moment hors du temps. Oui. On coupe. C'est un vrai clip. Voilà, exactement. On arrête. Et c'est presque de la comédie musicale. C'est-à-dire que les enjeux du film sont coupés. Limite, ils font un numéro de claquette et après, on reprend l'enjeu du film. Interlude. Et tu vois, il y a vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment là un passage qui pour le coup, m'a encore plus convaincu. C'est le passage avec Radiohead. Là, c'est là où... Alors, certes, ça fait vidéoclip, mais le Everything in its Right Place, moi, il se trouve que je suis un vieux. Et c'est le moment où j'avais pas une culture musicale. Parce que maintenant, les gens font tous, mais moi, j'ai aimé de suite, tu sais. Ouais. Et sorti quoi, 99 oui. moi, je sortais d'OK Computer, je mets ça dans le disque, je suis pas de suite convaincu. J'ai pas honte de le dire. Voilà, je fais mon coming out, j'ai pas aimé tout de suite. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'adore ce morceau et tout. Et c'est vrai que c'est aussi un film qui s'adresse à... Enfin, je pense que... Je sais pas ce que ça fait, excusez-nous, hein, pour la génération, je sais pas à quelle lettre on en est, mais vraiment les gamins de 15 ans aujourd'hui, je me demande comment ils réinterprètent ce truc, parce que justement, là, ils vont chercher un truc dans nos archives pour nous le remettre comme ça au goût du jour. Et en même temps, ça marche hyper bien parce que, alors là, j'ai trouvé que c'était super bien foutu parce qu'en fait, c'est pas seulement de la musique, c'est des disques que le personnage de Ralph Fiennes a gardé parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, mais il a une machine à disques à manivelle et du coup, je trouve que le fait d'intégrer cette musique comme vraiment un souvenir du passé dans ce monde de zombies, j'ai trouvé ça super. Et qu'en est-il de... qu'avez-vous... Alors, il y a quand même... On a parlé d'évolution de registre. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur un moment de registre où j'ai cru voir un Disney avec une scène d'amitié. Sans rentrer trop dans les détails. On oscille constamment. Parce que là, le film se moque quand même bien de lui-même. On est entre le grotesque et le sublime très souvent. Qui n'était pas présent dans le précédent. Voilà, il y a une espèce de bromance qu'on ne peut absolument pas révéler. Oui, non. Mais voilà, je pense qu'on accroche ou pas. Moi, j'ai décidé d'accrocher, de toute façon, parce que je fais j'ai confiance. Trouvé ça très drôle, mais bon, moi, je suis très bon public aussi. Mais voilà, non, mais c'est un twist intéressant, justement, ça change. Voilà, beaucoup de fans ont été déçus par cette scène en disant, mais bientôt, voilà, c'est très difficile, je ne veux pas divulguer quoi que ce soit. Non, mais sans divulguer, il y a une histoire d'amitié qu'on n'attend pas, qui est typique d'un film de Disney, parce qu'il y a même la bande-son, tu vois le moment où les deux personnages principaux sont amis ou amoureux, enfin, il y a un truc. Oui, il y a la bromance, quoi. C'est vraiment, voilà, et même inattendu. Et c'est assumé. Ça change, et c'est ça, c'est pour ça que c'est un film de post-apocalyptique intéressant, parce qu'on a rarement ce point de vue, en tout cas avec des infectés. Et c'est aussi intéressant parce qu'ils en sont quand même au 4e numéro, donc il y a un moment, il va falloir qu'ils aillent aussi se renouveler, donc c'est très bien qu'ils aillent chercher de tordre le truc, parce que si on est toujours dans cette histoire et en même temps, c'est vrai qu'ils y vont fort. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour le coup, on parlait de se mouiller la nuque. Là, pour le coup, voilà, et c'est très... Et alors, moi, là où je trouve que ça m'a un peu déconcerté, mais j'ai trouvé que ça a marché, ça racontait quelque chose, voilà. En fait, c'était aussi l'occasion de raconter quelque chose. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me raconter, il y a une suite qui va, on attend un troisième volet. Oui, tout à fait. J'ai une conclusion apparemment, mais laquelle, puisqu'effectivement il y a une évolution certaine dans les personnages d'infectés,
Il y a incongrus. des éléments d'épisodes précédents qui refont Et oui, surface. et voilà, On peut pas encore en dire plus, quoi. Mais... Pour tout fan de la saga, Sandra et moi, on était là. Ah, c'est clair. Moi, j'ai exulté parce qu'évidemment, il y a un retour aussi du gimmick c'est John Murphy, je ne sais plus, le compositeur donc de la musique iconique de 28 jours, et voilà. Il a fait plaisir. Je pense qu'il a fait plaisir aussi aux premiers fans. Et bon, moi, je marche à fond. Je sais très bien qu'on me dit, tiens, c'est pour toi, prends le bonbon. Oui, il y a eu du fan service. Je le prends. Oui, j'étais entre vous deux au cinéma. Je confirme que je vous ai vraiment senti convaincu. C'est, pour le dire sans spoiler, on peut dire qu'on se dirige vers une boucle qui tend à se boucler. Oui, moi, je vois ça. Épisode, on sent que... Parce que c'est vrai que... Alors, j'ai pas vu le 2, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'à un moment, on va revenir à part le virus, est-ce qu'on va revenir à cette histoire du début? Le 2, c'était un pas de côté de toute façon. Avec Robert Carlyle, qui est aussi absolument fabuleux, encore un acteur britannique préféré. Mais c'était un épisode à part, en fait, qui rentre très bien dans la série, mais on peut s'en passer. Qui a d'ailleurs pas été réalisé par Danny Boyle. Non, du tout, c'est un auteur espagnol qui a eu des prix, etc., dans un passé certain. Et d'ailleurs, il s'est fait démonter. Cette version-là se fait démonter par pas mal de personnes aussi. C'est un film d'infecté classique. Moi, je trouve qu'il est très bien fait, avec une scène d'ouverture aussi fabuleuse, où on mange des pâtes et on se fait massacrer 2 minutes après. Et voilà. Mais on peut se passer du 2, effectivement. Par contre, le premier, je pense qu'il est quand même essentiel pour apprécier le petit sel, le fan service, comme tu dis. Et alors, j'ai cru comprendre en vous écoutant que vous aimez les 2 derniers, mais qu'entre les 2 derniers, c'est quand même la première partie qui vous satisfait plus. Je l'ai trouvée plus intéressante. Plus profond? Oui. Moi aussi. Ouais. Mais c'est normal, parce que dans celui-là, c'est quand grandir. Hein il fallait grandir, effectivement. Oui. Et là, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun second degré dans le premier volet qui cherche à vraiment être très philo. Oui, c'est vrai. Il y a un côté philo. Avec le docteur Carlson, effectivement. Avec ce type qui reconstruit sa religion, la question du père, la mère, grandir et tout. C'est vrai. Là, on lâche un peu les chevaux. La quête de symboles, quoi, absolue. La recherche de modèles, de repères, encore une fois. Et donc, on est un peu sur la question parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est, sans divulguer la fin, on se rapproche du début de la trilogie, même s'il y en a 4, comprenez-nous, ou pas d'ailleurs. Mais en fait, moi, le vrai mystère du prochain volet, c'est on sera sur quel registre? Parce que le retour, comme tu l'as dit, de la musique, mais aussi le retour d'éléments narratifs des précédents, comment on gère tout ça? C'est-à-dire, est-ce que cet épisode-là qu'on a vu, qui est très grand guignolesque, et je le dis pas forcément pour dénigrer, ça peut être super, le grand guignolesque. Non, ça peut être génial même. Ça marche super bien. C'est là que ça vient. Ouais, exactement. Et est-ce que, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait pas? Et je suis super curieux. Est-ce que ça va être un retour aux sources totales, ou est-ce que ça va être une fusion de ces 2 parties précédentes avec des scènes très gore et un message ultra profond et philosophique? Mystère. On a des dates de sortie ou pas? Non. Je me suis pas renseignée sur le coup, et je ne sais pas si c'est Danny Boyle et Garland qui seront j'aimerais bien. Nia DaCosta, je trouve qu'elle a fait un très bon boulot. Elle a fait un très très bon boulot. Voilà, à suivre. Mais justement, ils ont réussi leur coup, parce qu'on a envie de savoir. Ouais, c'est très réussi de ce point de vue-là. Mais c'est pas anodin apparemment comme choix, Nia DaCosta, parce que c'est une grande fan de la saga. Et je crois que Danny Boyle n'avait pas pu assurer la réalisation du 2e parce que trop occupé à assurer la promotion du premier volet, quoi. Ok. Non, très bien. Moi, ce qui m'impressionne et c'est pour ça, je pense que c'est une bonne série, c'est que la question, c'est pas zombie, c'est est-ce que tu bosses tes films ou pas. Et en l'occurrence, Danny Boyle, je me suis replongé dans sa filmographie, et c'est vrai que moi, j'ai découvert, comme beaucoup, avec Trainspotting. Ah bah ça, Voilà, mais c'est aussi le gars qui a fait La Plage, c'est pas forcément son mieux. C'est Alex Garland, il y a Shallow Grave, le premier, je crois. C'est lui, je me trompe. Je sais pas, je l'ai pas vu. Slumdog Millionnaire, c'est lui. Slumdog Millionnaire, Petit meurtre entre amis aussi, c'est lui. Petit meurtre entre amis, ouais. Putain. On a ce côté un peu massacre, tout en s'esclaffant. Oui. Puis la pop culture anglaise, quand on voit la pop indépendante, il y a des BO absolument fabuleuses. Trainspotting, c'est une des meilleures BO de tous les temps, je pense. Oui, mais bien sûr. Voilà. Carrément. Et d'ailleurs, voilà. Et donc, il y a là où ça marche, c'est qu'en fait, finalement, le zombie, c'est un stratagème narratif, c'est pas juste un stratagème visuel, et que derrière, vous l'avez très bien dit, il y a des enjeux. Est-ce que juste avant de passer à la suite, on pourrait le sauver, parce qu'on a parlé vachement des thèmes. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher des thèmes au marteau et au burin pour celui-là? Parce que j'ai l'impression qu'on a dit aux gens, il y a un thème sur la mort, philosophique et tout dans le précédent, et là, t'as pas vu de thème?
C'est une bonne question parce que moi j'ai tellement apprécié ce côté dark, grunge, clip musical que je me suis pas trop posé la question. Si, moi je vais en mettre un. Vas-y. Ah si, je vais en mettre un. Là, il y a quand même, il y a un peu le thème de la désillusion, sans en dire trop. Qui était déjà présent dans le premier volet. Mais il y a aussi jusqu'où allons-nous pour survivre, hein, puisque Spike se retrouve dans une situation, c'est un personnage positif, qui se retrouve embrigadé dans un gang absolument cruel, atroce, traumatisé. Et où est-ce qu'on va pour tenir le choc? Et on se demande s'il va basculer ou pas. Il y a cette thématique-là. Après, si tu cherches Mato Burin, Si, est-ce qu'on peut survivre si on remet pas en cause ses idéaux, en fait? Est-ce qu'on peut survivre sans être dégueulasse? Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et est-ce qu'on peut vivre aussi sans modèle, sans symbole? Encore une fois, il y a vraiment cette notion de spiritualité, la religion. Et on passe de père en père, de figure paternelle positive en figure paternelle négative et positive. Enfin, voilà. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut écouter Duran Duran et Girls on Film quand il y a l'apocalypse? Franchement. Tu vois, après le disque Il déserte, qu'est-ce que serait ton disque d'apocalypse? On va rester là-dessus, mais on ne pouvait pas finir mieux que ça. C'est une très bonne question. Je vous invite à le voir, hein, vraiment 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Et si vous le voulez bien, on va passer à la musique. Oui. Hi, it's Ren from Wet Leg for Basic. Après leur album éponyme en 2022, Ryan et Esther du groupe Wet Leg sont de retour avec Moisturizer, un deuxième album qui nous donne l'occasion de vous présenter ce groupe coup de cœur. Et en 3 mots, ça donne quoi? Erratic, fervent, heartfelt. Vendu, Ryan et Esther se rencontrent à l'adolescence sur la petite île de White. Et c'est donc vers le rock qu'elles se sont tournées. Et ici, les lignes de guitare et de basse sont entêtantes. Souvenez-vous de celle de Chaise Longue, leur premier tube. Ou alors, j'ai coupé ça avec les coudes. Mais j'ai envie de tuer des chats, quoi. Hein? J'ai envie de tuer des chats quand j'entends ça. Moisturizer. Alors, en fait, la dame, en vrai, elle a pas une voix comme ça, mais j'ai dû légèrement moduler sa voix. Moisturiser. Alors, c'était ça ou la grosse voix comme ça. Donc, j'avais pas trop le choix. Donc, on va parler du nouvel album de Wet Leg qui s'appelle Moisturizer. Ok. Chez Domino. Alors, c'est pas moi qui vais présenter ni les Wet Leg ni l'album parce que d'abord, j'ai fait exprès d'écouter que cet album de Wet Leg. Pour moi, c'est un groupe que je connais de nom parce que tout le monde m'en parle, mais ça fait pas partie des groupes que j'avais pris le temps d'écouter. Donc là, il faut que quelqu'un se dévoue. Ça peut être très gênant. Je vais faire comme les profs. J'attends, j'ai tout mon temps. On va faire balle de ping-pong. Bah oui. Donc, c'était un duo féminin. Elles ont toutes les deux la petite trentaine. Elles se sont rencontrées en fac de musicologie. Donc, c'est des vraies musiciennes. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Donc, elles ont chacune fait des petits boulots pour survivre, mais toujours dans l'industrie, soit de la musique, soit des arts, etc. Et alors, pour faire la petite liaison, je ne peux pas résister. Je crois que c'est Ryan Tisdale qui est fan de la BO de 28 jours plus tard. Donc, ça fait une jolie liaison. Ouais. Elles sont aussi britanniques de l'île de White. Oui. Donc, ça aussi, c'est... Une autre île aussi, ça, du ça coup. parle à mon cœur. Et le premier album, donc, qui est sorti en plein Covid, il me semble. Non, je crois que c'est 2022. Ouais, 2020, fin de Covid. Oui, quoi. fin Covid. Ouais. En même temps, le Covid a été un peu long. Oui. Voilà, oui, donc là, on est dans la même nuance un peu post-punk, un peu fun. Peut-être plus... alors celle-là, le second a été produit par un des producteurs, il me semble, de Fontaine DC. Donc il y a peut-être un poil un peu plus commercial, mais ça reste quand même du bon tatapoum sympathique, qu'on écoute avant d'aller danser ou de sortir avec les copains et les copines, je trouve, mais qui est moins crétin que ce qu'on peut imaginer, parce que toutes les paroles tournent autour de l'amour, mais toujours un peu trash, toujours un peu... la guerre des sexes, les filles, les garçons, mange tous, c'est en gros, on se débarrasse des garçons. Y a aussi... En fait, on parle d'amour romantique, mais de façon... on dit qu'on aime, mais on ne veut pas trop le dire quand même. Donc, il y a ce côté un peu mignon, voilà. Puis cette voix, effectivement... très atone, un peu dans le dry cleaning, le groupe dry cleaning les plus fun. Oui, c'est vrai qu'il y a... J'y ai pensé, le parallèle avec dry cleaning. Donc voilà, on parle d'amour, mais on n'est pas gnangnan, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, on est de cette génération-là, 21e siècle. On dit, voilà, je veux être ton petit ver de terre en plastique, ou marshmallow. Et on dit des mots très crus aussi. On parle de sexe, mais vraiment extrêmement cru. Et quand on ne fait pas attention aux paroles, on dit, ouais, youpi, c'est dansant. Mais en fait, voilà, il est question quand même... C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà. On fait l'amour, en même temps, on met des claques aux mecs. C'est plutôt rigolo. Voilà. Ça reste léger, mais il y a quand même de petites thématiques. Bon, voilà, c'est des trentenaires qui veulent s'amuser, qui découvrent l'amour.
entre filles garçons. Enfin, c'est très de l'époque, en fait, finalement. Oui. C'est très maintenant. Oui. C'est très de l'époque et en même temps, tu sens que c'est les dignes descendantes des années 90, de toutes les artistes féminines dans les années 90. Je pense beaucoup à Garbage, je pense à même des groupes un peu plus anecdotiques comme Luscious Jackson, on pense à Belly, on pense à Throwing Muses, on pense aux Riot Girls, on pense à beaucoup de figures féminines très puissantes des années 90 qui peuvent osciller entre des paroles très mignonnes, voire carrément cucu, et des grosses insultes dans ta face. Ça se ressent aussi beaucoup dans les paroles de Wet Leg. Ah, c'est marrant que vous ayez parlé de Fontaine DC parce que là, grâce à vous, je découvre Wet Leg, mais Fontaine DC, je les découvre encore plus tard. Je les découvre au 3e disque et c'est un peu le moment où ils soignent un peu plus la production, je crois. Oui. Alors, il y a toujours ce truc avec une autre DA, vraiment. Ouais, exactement. Rien à voir, quoi. Ouais. Et là, justement, donc j'ai pas écouté l'album précédent, et ça m'a fait penser à faire le lien avec eux parce que tu as parlé du producteur, qui est peut-être le même, etc. Moi, du coup, j'arrive là, les mains dans les poches. J'ai pas écouté le précédent, parce que je me dis que vous connaissant, vous l'aurez sûrement écouté, et que je vais faire le naïf de service. Mais moi, je les ai vus. Bon, il se trouve que je suis du côté obscur parce que je lis pas les rock, je lis rock et folk. Donc, je suis vraiment, c'est vous dire où j'en suis. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas toujours facile à porter, donc on va me dire quoi. Mais, et je les ai déjà vus en couve, etc. Donc, c'est des groupes que je connais, etc. Et j'ai été étonné, plutôt agréablement étonné par la production que je pensais plus noisy. Alors, est-ce que c'est propre à cet album-là? C'est pas une insulte, parce qu'on y reviendra, j'ai beaucoup aimé. Mais je l'ai trouvé bien produit au sens... Oui, c'est propre comme son. Ouais. C'est pas crade. Est-ce que le précédent était plus crade ou c'est juste que c'est un malentendu? Je pense pas. Non, le précédent, il est plus, je le trouve plus lisse, plus propre. En fait, quand elles ont commencé, je me suis dit, est-ce qu'elles sont faites pour durer ou est-ce que ça va être un petit phénomène, un feu de paille et là, je trouve que oui, c'est ça. Chaise longue qui est absolument fabuleux. Donc, elles ont été reprises. C'est vrai. Par Harry Styles, elles ont été reprises par... Take That, parce que j'ai oublié un truc de mémoire. Take That, Robbie Williams. Voilà, Robbie Williams a repris Chaise Longue. Toujours Chaise Longue, voilà. Chaise Longue, je me rappelle, le premier single. Une autre chanson plus trash. Je savais pas du tout. Ouais. Je l'ai découvert avant-hier, qu'il avait repris. Les gens, ils bossent. Voilà, ouais. Et donc, Harry Styles a repris la chanson où il est question de masturbation dans une voiture, quand même. Donc, oui. Voilà, donc c'est des mecs qui reprennent donc des chansons très, très sexes, quand même, de filles. Chaise Longue, c'était rigolo, c'était pas sexuel du tout, mais c'était très drôle. Mais il y a toujours ce petit côté, moi ce que j'aime, c'est ce petit côté menaçant, avec cette voix très ironique. Et on retrouvait cette ironie dans le premier album. Enfin, on avait déjà cette ironie dans le premier album. Voilà. Puis ce qui était rigolo, c'est le côté aussi, on parle à papa et maman, parce que voilà, elles avaient 30 ans, enfin presque la trentaine, elles n'avançaient pas, elles ne progressaient pas dans le monde de la musique, elles en parlent dans Chaise Longue en disant papa, maman, voilà, je fais ça maintenant. Regardez-moi. Voilà. Et puis il y a des petites références pop aussi qui sont rigolotes. À un moment, ils disent est-ce que tu veux qu'on te beurre ton muffin? Et j'ai découvert récemment, je me dis mais d'où ça sort? Et en fait, c'est une référence à un film, donc c'est Mean Girls, je crois. Ah, ok. Et donc ils citent le film. Donc pareil, je pense que c'est leur génération aussi. C'est très générationnel aussi par rapport à ça. Parce qu'elle parle des Pokémon. Au moment où la déclaration d'amour, c'est tu es mon Pokémon. Viens, on part au Japon, on parle de l'île de White. Et, très efficace d'ailleurs, Pokémon. Et donc, il y a référence à Mean Girls, donc il y a un film des années 90, en gros, et c'est leur génération. Mean Girls, c'est peut-être avant même. Début 2000. 2000, voilà. Moi, je suis une boumeuse, donc une boumeuse des années 70. Donc bref. Et est-ce que vous me jetez des cailloux si... Jamais. Non, mais attendez, parce que je sais pas. Ne dis pas ça, garde une pierre dans ta poche, on sait jamais, je peux vraiment dire des conneries. Non, est-ce que vous me jetez des cailloux si je vous dis qu'à un moment, j'ai entendu Franz Ferdinand? Ah ben non, le côté martial un peu parfois. Ouais. Le côté dansant, oui, Take Me Out, tu danses, tu as envie de sauter partout. Il y a un moment, j'ai dit attends, mais c'est... Il y a un côté très pop, dansant, assumé. Tu as envie de sauter partout, tu as envie d'aller danser avec tes copines. Exactement. Oui, mais exactement, c'est ça, moi, j'ai trouvé ça hyper dansant et à un moment, je me suis dit putain, c'est vraiment Franz Ferdinand. Je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, Franz Ferdinand, pareil, j'ai écouté le Take Me Out au début, on pouvait pas passer à côté. Après, j'ai pas trop suivi. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé ça. Et voilà, c'est un album qui m'a déçu en bien, dans le sens où, en fait, je dis, si j'ai pas écouté, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et Domino Records, c'est plutôt du très bon, non, généralement ou... Ouais, il me semble que c'est Bado, enfin des grands noms. C'est une maison dite dans londonienne. C'est pas les Arctic Monkeys à une époque où j'ai rêvé. C'est possible, mais non, il y a des classiques. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Ouais, c'est vraiment, voilà, à l'époque où j'achetais des disques. Ah ouais, voilà, c'est pas n'importe qui.
Écoutez, c'était vraiment une très très bonne découverte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi? J'ai vu que tu as noté des choses. Des trucs, donc, mais voilà. Ah ouais, j'ai tout dit déjà. T'as fait Oui, la- j'avais juste noté des adjectifs du genre, voilà, on est caustique, on est acide, on est ironique, on parle d'amour, mais pas trop. Voilà, il y a plein de petites choses mignonnes et grinçantes, et c'est ce qui fait le charme, quoi. Oui. Après, voilà, c'est pas l'album qui va changer ta vie. C'est pas mes artistes préférés, je trouve ça fun, mais voilà, Oui. Voilà. Mais Ouais. c'est moi où ils étaient passés. C'est pas eux qui. À l'époque où il y avait encore le festival à Nîmes, là, le This Is Not a Love Song, ils n'étaient pas passés. Typiquement. Elles auraient pu. Ouais, hein. alors j'aurais pu, mais non, je pense pas. Non, sinon non, je pense crois qu'on pas. sera allé les Ok. voir. Mais Moi, je vais pas refaire la vanne du numéro précédent où je dis qu'elle passe à la Zombie samedi. Parce que Ça serait ça tellement va bien. être. Bah ouais, on Ce serait serait là. génial, mais bon. On serait là. Ouais. Mais c'est une bonne. Non, vraiment très très bonne découverte. D'ailleurs, c'était bizarre parce que je m'attendais justement. Et en fait, là, la dernière fois, on a fait le dernier Lola Young que j'attendais hyper produit, qui était moins produit que prévu. Et celui-là, je l'ai trouvé plus produit, mais pour le mieux. Oui. Ça marche hyper bien. Et alors, elles sont deux, mais sur scène, elles sont pas que deux. Alors, il y a le compagnon d'une des deux qui est au clavier et à la guitare. D'ailleurs, il y a une chanson rigolote qui s'appelle, je crois, Don't Speak. Et en fait, elle a écrit comme si c'était lui qui lui parlait, mais c'est elle qui la chante. Enfin, c'est assez mignon. Oui, ils sont 4, je crois, si je me rappelle 4 bien. ou 5. 2 filles, un garçon. Après, je sais plus. Mais voilà, elle, c'est les 2 têtes pensantes. Mais effectivement, il y a 2 autres ou 3 autres membres. J'avoue, je ne sais pas. On les voit dans les clips. Hein, dans les lives, etc. Oui. Les clips qu'elles font CPR, elles-mêmes. Oui. Qu'elles font elles-mêmes. Il y a toujours ce côté bizarre et un peu folk horror que j'aime beaucoup. On est en plein soleil, mais on sait qu'on va se prendre un truc bizarre sur la tête. Et puis, il y a la pochette qui est absolument fabuleuse. La pochette est géniale. Je l'aime beaucoup. Où elles sont belles et flippantes en même temps, avec un regard, je vais te bouffer. Oui. Puis ces clips à petit budget, moi j'adhère totalement. Voilà, c'est ça qui est chouette. On est dans je crois que c'est dans les clips justement de cet album qu'on les voit, qu'on voit le groupe dans sa totalité. C'était plus centralisé sur le duo dans les clips du premier. Ok, donc c'est comment dire, c'est pas genre parce qu'il y a des groupes qui se présentent jamais que à deux, même dans les clips et tout, et c'est seulement sur scène où il y a des musiciens additionnels. Là, en fait, elles sont pas que deux. Non, elles sont même si en termes de communication, c'est sur elles qu'on appuie pour les pochettes, etc. C'était pas très clair pour moi. Même si on s'en fout, vous allez me dire, non, mais c'était ma question. Après, c'est fondé sur la rencontre entre ces. Oui, voilà, ça tourne quand même autour d'elles deux. C'est elles qui chantent. Il y en a une des deux qui joue de la basse et une des deux qui joue de la guitare, ou je rêve? Alors, il y a une chanteuse, une guitariste, je crois. Ouais, là, j'avoue, je me rappelle plus. Mais elles sont musiciennes toutes les deux, ça c'est sûr. Oui. Parce que justement, il y a cette fameuse basse très Franz Ferdinand, j'ai trouvé. Mais au sens que chaque ligne de basse, c'est fait pour te faire remuer vraiment très... Oui, c'est vrai. Une fois, j'avais lu ça dans un article, genre la basse balle rebondissante. Voilà. Ouais, j'aime bien. Tu vois, ce côté, voilà, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, c'était la seule chose intelligente que j'ai trouvée, mais c'était pas super intelligent. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'album, s'il te plaît, Kat? Moisturizer. Et... Ah ouais, mais ça me rappelle le nom d'un groupe niçois. Oui, tu as raison. Il y a un Moisturizer. Ils nous auront vraiment tout volé, les Anglais. Oui, mais c'est des Anglais, on les aime. Voilà. Et puis elles viennent de l'île de Wight. Donc. Où il y a un très grand festival, d'ailleurs. Exactement. Et Wet Leg, en fait, la légende dit que ce serait le nom qu'on donne aux gens qui ne viennent pas de l'île de Wight et qui sont obligés de passer par la mer pour venir. Et qui ont les jambes mouillées. Voilà. Et l'autre légende, ce serait qu'un jour, elles se cherchaient des noms de groupes et il y aurait eu s'amusaient avec des emojis. Donc, il y aurait une jambe et une goutte d'eau. Wet Leg. D'accord. On ne saura jamais la vérité, mais... Ah là là, merci. Les deux légendes sont bien. Oui, les deux sont très bien. Les Wet Leg. Non, j'adore. Merci beaucoup. Et on va passer à la littérature parce qu'on est quand même aussi venu pour travailler. Donc la narratrice de ce roman s'appelle Maud. Elle a 30 ans comme moi. Et un soir, en rentrant du travail en voiture, elle a un accident. Elle percute quelque chose. Et spontanément, elle fait un délit de fuite. Elle continue à rouler, elle se barre, elle roule quelques kilomètres en panique et finit par se garer sur une aire d'autoroute. Et là, pour calmer ses nerfs, pour se recentrer, elle a la drôle d'idée de sortir son téléphone et de jouer. Elle joue à Candy Crush comme ça quelques secondes frénétiquement. Et ce geste-là va être le premier d'une série. En fait, Maud va fuir plusieurs jours. La modalité de cette fuite assez étrange et qui est le point du livre, c'est qu'elle s'accomplit par le jeu. Maud fuit, c'est le mécanisme du déni, en se réfugiant dans des jeux. La mauvaise joueuse de Victor Giestin s'est sortie à la rentrée littéraire chez Flammarion.
Est-ce que je vous fais un topo sur Victor Gestin ? Est-ce que je vous dis d'abord qu'il passe à la médiathèque de Villeneuve-Loubet le samedi 14 février à 10h30 ? Je vous le dis ou je vous le dis pas ? Voilà, vous ne le méritez pas, je vous le dis pas. Non, c'est pas, il se trouve que Victor a grandi à Nantes, qu'il habite à Paris, donc il est très rarement dans la région. Il a fait une résidence d'écriture à Manosque, ce qui n'est pas non plus pour un Niçois de base la porte à côté. Oui. Voilà, donc c'est assez rare. Je crois que c'est la première fois qu'il vient aussi près de chez nous. Il se rapproche. Voilà, il fait son Je max. connaissais pas du tout, perso. Alors justement, on y vient. Il s'est fait remarquer en 2019 peut-être, ou peut-être 2020. Bonne question, avec un premier roman. Les 3 sont chez Flammarion. Le premier s'appelait La Chaleur. Il a eu le prix Féminin des lycéens. En 2022, il revient avec un second roman qui s'appelle Catherine. L'homme qui danse. Évidemment. Et là, il revient avec La mauvaise joueuse. Je vous laisserai pitcher vous le livre. Je vais juste essayer de dire en gros en quoi consiste, selon moi, son écriture. Je l'ai déjà entendu dire qu'en fait, ces personnages ne sont jamais socialement, géographiquement situés. C'est pas du tout un truc qui l'intéresse. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est leurs obsessions, leurs névroses, etc. Donc c'est toujours des personnages très psychologisés au sens où en fait on est toujours en point de vue interne avec eux et leurs enjeux. Et si La Chaleur, c'est l'histoire d'un type qui assiste à la mort de son camarade sans rien faire et qui va devoir se retrouver à gérer un cadavre comme s'il l'avait tué alors qu'il ne l'a pas non plus tué. L'homme qui danse, c'est un type, comme son nom l'indique, qui a une obsession quand même assez particulière. Et est-ce que vous voulez bien me faire le pitch de La mauvaise joueuse ? Mais il a tout dit quand il a présenté. Oui. En fait. Voilà. Donc, on a cette jeune femme, Maud, qui, en fait... on comprend très vite qu'elle a un passé, une enfance compliquée où elle était addicte complètement à jeu sous toutes ses formes. C'est-à-dire tout pour elle, les compétitions, jeux. Elle dit qu'elle adore les règles à un moment donné et que c'est ça qui l'a fait vivre, en gros, qui lui permet d'avancer et qu'elle a dû s'arrêter pour survivre. Donc, pour survivre vraiment, pour pouvoir se mêler aux gens normaux. Mais on se rend compte que pour elle, la vie n'a aucun piquant. En fait, il y a plusieurs moments où... elle retombe dans ses addictions, en gros, pour sauver sa peau, pour sauver son moral, pour sauver sa vie. Oui. Et on est dans une espèce de spirale vraiment infernale et très angoissante. Mais c'est très, très bien fait, par petites touches. On voit des petites obsessions, il y a plein de petits clins d'œil aussi. Il y a un nom de rue, c'est un nom de joueur d'échecs. Il y a plein de petits clins d'œil qui encerclent le lecteur inconsciemment ou consciemment. Et c'est vraiment bien fichu. Mais voilà, on suit la trajectoire de cette Maud qui est persuadée d'avoir commis quelque chose d'atroce. Je n'en dis pas plus. Oui. Et voilà. Sandra, super intéressant. Et on sent que... Enfin, voilà, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je découvrais Gestin. Je n'ai pas du tout lu les deux précédents. Mais, ça arrive à des gens bien. Oui. Mais là, je l'ai lu d'une traite. On se laisse complètement porter par les névroses de ce personnage. Et effectivement, le jeu sous toutes ses formes, c'est ce qui instaure une sorte d'ordre dans son chaos. Et en même temps, elle est confrontée à ses démons dès qu'elle se remet à jouer, que ce soit une partie de foot ou un jeu de fléchettes. Il faut le faire quand même. Avec un enfant, à un moment, je jouais avec un adolescent ou un enfant. Oui, et là, absolument. C'est assez délirant comme scène. C'est lunaire. Parce qu'elle se met dans une situation, bon, pareil, on ne va pas divulguer, oui. Mais elle se met dans des situations complètement ça peut aller très étranges. loin. Voilà. Ouais. Très intéressant. Et tout ça très joliment écrit. Enfin, ça n'est pas une jolie écriture, mais c'est très efficace. On voit qu'il a fait une école de scénariste. Oui, complètement. Oui, comme tu l'as noté très bien sur ta fiche, il fait des scénarios. Hein. Et d'ailleurs, il participe à ces adaptations. Et je crois que le roman La Chaleur est sur le point d'être adapté au cinéma. Quand on lit le livre, on voit les 3 sont tout à fait... Alors, ils sont les 3 dans des projets dans des temporalités très différentes, mais les 3 sont en cours d'adaptation. Et dans les 3, c'est la joie. Dans les 3, c'est la joie. Et moi, justement, comme je suis une grande pessimiste, n'est-ce pas, ça me convient tout à fait. Oui, en fait, c'est pas lourd, mais c'est pas lourd. L'écriture est très fluide, etc. Voilà, et d'ailleurs, je sais pas comment il fait, parce que pour juste la première phrase de celui-là, moi, je vois une sorte de lourdeur. C'est « Je n'espérais rien et un bowling est apparu ». Voilà. Et là, voilà, tu te dis, et c'est ce que voilà, il y a ce truc de ça va mal finir cette affaire à chaque fois dans ses romans. Et puis on sent qu'elle prend très à cœur
le fait de gagner. Dès le début. Dès le début. Elle a un comportement qui est quand même très, très propre à elle. Quoi. Elle est obsessionnelle. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Et là où je trouve que c'est très fort, c'est que jamais il le dit textuellement et il nous le démontre en permanence, justement, par toujours ces petits trucs. Bah, voilà, je vais pas lire tout le livre, hein, promis, mais la deuxième phrase, du coup, tu comprends que ça va pas, quoi. J'ai su que c'était un bowling, je l'ai vu à la façon dont bowling était écrit en lettres violet néon, ça ne clignotait pas, les mauvais bowling clignotent. Et Ça, voilà, c'est parfait. On voit tout de tu suite. dis ouais, elle a un On voit problème. tout de suite. Voilà, et tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout con, mais ça c'est super fort. C'est 10 fois C'est plus vrai. fort que nous dire alors mon Ouais. personnage a un problème. Et ça pour ça, il est assez jeune, hein, Victor Oui. Gestin. C'est déjà son 3e roman. Il doit avoir 31 ans à tout casser. Oui. Ça veut dire que tu es vieux quand tu commences à traiter les gens de Ouais, 30 ans de ouais, ça- jeunes. Ça va pas en s'arrangeant. Mais il y a quand même ce truc de à chaque fois, ces personnages, ils se foutent dans une sauce incroyable et ils sont perdus. Et c'est pour ça, je pense que ça t'a plu parce que c'est toujours des trucs hyper absurdes et vains. Complètement. Il n'y a aucune lumière et on s'enfonce tout le temps. C'est vraiment un truc debout dans lequel on s'enfonce et on s'en sortira pas. Et curieusement ou pas, enfin moi je pense que c'est ce qui fait, c'est toujours des romans très ramassés, très courts. Ouais, ça se lit vraiment très bien. Si vous n'aimez pas lire, enfin si vous avez du mal à lire, franchement c'est facile. C'est facile, mais pas superficiel et pas léger et pas décérébré du tout. Oui. Moi j'avoue que quand le livre est apparu, où j'ai lu le pitch et j'ai trouvé, je dis tiens, il reste dans cette veine-là de ce truc. Et je pensais pas que celui-ci allait autant me plaire. Parce que justement, il y avait ce côté genre, oui, bon, bah, c'est son obsession à lui, c'est ça. Et en fait, là, il est en train de me convaincre qu'il peut continuer encore assez longtemps comme ça. Il le fait de 3 façons différentes dans les 3 romans. Ouais. Et en même temps, moi, j'avoue que... Alors, je savais pas qu'il était scénariste en le lisant. Je l'ai appris après, mais je voyais déjà le film, en fait. Oui, mais complètement. Ah, on voit les images. On visualise ce bowling, justement, comme tu dis, on voit le bowling, Absolument. on voit les fléchettes, on voit tout. Et c'est quelqu'un qui choisit pas la facilité parce que justement, il l'a dit en interview, hein, donc c'est pas, je trahis pas des secrets, mais c'est quelqu'un qui a lui-même eu un rapport problématique au jeu. Il me disait qu'il avait dû mettre un contrôle parental sur son propre ordinateur. D'accord. Il le dit en conférence, hein, donc, sur son propre ordinateur pour arrêter de jouer aux échecs et pour travailler, justement. Donc, c'est très, très particulier. Et en même temps, peu importe qu'il l'ait vécu ou pas, la question, c'est est-ce qu'il nous le rend bien ? Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en plus ? Alors, Catherine, tu peux dire que du coup, tu as filé aux Journées Suspendues, acheté les 2 précédents romans de Victor Gestin. Oui, ça me donne envie justement de lire les précédents aussi. Donc, on peut dire que c'était une lecture plutôt satisfaisante. Oui, d'accord. Parce que vous ne savez pas ce que je vous ai préparé pour la prochaine fois. Donc là, vous allez manger votre pain blanc. Non, je plaisante pas du tout, n'importe quoi, je sais pas. On peut revenir alors. Ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, voilà, tout le monde n'est pas. Voilà, je voudrais pas. Comment dire, j'ai pas choisi en me disant ça allait vous plaire. Donc j'étais assez curieux justement de savoir si ça allait vous plaire et j'en suis très content. Est-ce que vous auriez pas, avant qu'on se quitte, un petit coup de cœur? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut aller voir au cinéma ou sur les trucs de streaming? Bon, Catherine, il faut lire tout Victor Gestin, c'est ça? Oui, en plus c'est facile à lire. C'est pour voir la lumière dans ta vie. Non, pas du tout. C'est très plombant. C'est très, je vous très fais. plombant. Alors, il me semble. Alors, attendez, parce que figurez-vous que j'ai entendu dire que c'est une amie à moi. Il faut que je vérifie. Je crois qu'il va y avoir la semaine du cinéma japonais. Dans les pâtés de Nice. Voilà, pourquoi pas. Et donc, justement, mon coup de cœur, moi, je débarque après tout le monde. J'ai découvert le cinéma de Koreeda. Voilà. Alors, je connaissais pas. J'y suis allé à reculons, mais tel père, tel fils, voilà, et un air de famille, c'est super. Fratrie, il faut y aller. Franchement, il y a toujours ce cinéma. truc, on se dit c'est très lent et tout, mais non, allez-y, franchement. Voilà. Et puis, c'est toujours cool de dire que tu as vu un film de Koreeda, ça fait bien. Ça pose. Qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qu'elles ont lu? Qu'est-ce qu'elles ont bu? J'ai pas prévu le coup. Un gros coup de cœur. Alors, c'est changement de registre total, c'est musical. Pour le dernier A$AP Rocky. On se demandait si on allait le faire. Il paraît que c'est très bien. C'est incroyable. Voilà, t'as ta chronique. Après, je ne connais que le premier clip. J'ai pas encore vu le second, mais pour moi, il est clairement dans le podium dans le hip-hop actuel avec Kendrick et Tyler the Creator. Quoi. C'est vraiment c'est vraiment le clip est une merveille. Le clip de
Punky Rocky, je crois. Je sais pas. Moi, j'avoue, j'ai pas. Mais j'ai pas j'ai pas le nom exact en ASAP tête. Rocky. Et l'album est déjà sorti ou c'est juste des singles et l'album va sortir ces semaines? L'album est déjà sorti, il me semble. D'accord. C'est des infos très aléatoires. Moi, ce que je peux vous dire en exclu mondial, Ouais. c'est que le prochain Pambagna, ça sera le nouvel album des Sleaford Mods. Ok. Ok. On reste encore. Alors, est-ce qu'ils vont, voilà, parce que ils sont. Oui, j'avoue qu'on a une petite valence c'est britannique. Très J'avoue. british. On attend le nouveau Lana Del Rey pour traverser l'Atlantique, Ouais. mais vu qu'il est repoussé sans cesse, et on va peut-être aussi, mais c'était bon, on ne sait pas, pour faire un peu de chanteur à moustache France Inter, on voulait aussi faire le dernier Feu Chatterton, qui est pas tout récent non plus. Mais voilà, c'est dans les possibilités. Catherine, un dernier coup de cœur avant de se quitter. Tu peux pas nous laisser comme ça. Je suis encore sur les albums de l'an dernier, mais voilà, moi un des groupes de ma vie, c'est The Apartments, donc, qui vient d'Australie. On aurait pu en parler, mais là aussi, c'est bien plombant aussi. C'est des vies compliquées, des gens obsédés aussi. Oui, mais la tristesse est tellement belle. Voilà. Glad to be sad. Oui. Et voilà, mais là, tu me prends de court, j'avoue. Voilà, tout ce que je voulais, c'est qu'on parle plus de Rosalia. J'en ai marre de Rosalia. Oh moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas du tout adhéré à Rosalia, je le dis. Ah, c'est beau, non? Moi, je suis touché par autant de sincérité. C'est pas facile. Et, elle est dans toutes les playlists de l'univers. Moi, je vous avoue, je ne comprends pas. Je reconnais qu'elle est très talentueuse, que c'est très bien fait, mais sinon, je suis passée. Pardon. J'irai vérifier pour voir dans quelle équipe je me situe. Est-ce que vous m'autorisez à vous remercier pour votre première participation? Bien sûr. Merci à toi. Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous reviendrez? Oui, c'est un grand oui. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Toi, voudrais-tu que nous revenions? Oui, on va essayer d'alterner. Voilà, exactement, parce qu'on va prochainement enregistrer un prochain numéro avec les garçons. Et après, on se fixe une date et puis on se fixe un programme. Avec plaisir. Je vous charge si vous voulez, je peux me charger du livre, mais je vous charge de me trouver j'allais dire n'importe quoi, un film et un disque. Okay. Allez. C'est bon? Banco. Il a dit banco. Allez, il a dit banco, on va à la caravane.